Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto sur Go. Alors nous avons déjà vu comment faire un serveur de fichiers, comment servir des fichiers, gérer des routes de manière plutôt basique, et on a vu aussi les templates avec le système de template de Go. Et donc leurs utilisations avec les conditions, les boucles et tout le tout-team. Alors, cette fois-ci, on va rentrer un petit peu plus en détail dans la gestion des routes. Et on va voir un petit peu comment fonctionne cet objet request et surtout comment on va pouvoir récupérer des informations via nos URL. Donc, pour ceci, on va relancer le serveur. Alors, j'ai gardé le même code que la dernière fois. On va, au fur et à mesure des exemples, on va modifier ce code-là, mais on va le garder comme base. Go run main go, on lance notre serveur, hop, voilà. Donc maintenant, donc ici, voilà, je n'avais pas de titre, donc dans mon fichier principal, il demande s'il n'y a pas de titre, il me met, il m'appelle, s'il y a un titre, il appelle le template title temp, et sinon il appelle le template error title temp. Donc on prend le titre et on l'affiche, et error, il met en bleu no title. Bon, on voit que tout ça fonctionne. Alors maintenant, prenons le cas où, déjà, non, ce qu'on va faire, on va faire un petit FMT, alors, printline, et on va voir ce qu'on a dans cette request. Alors, la request ici qui s'appelle R. Voilà. Alors, on a un body, on a la taille du content, on a des cookies, on peut récupérer plein de trucs, des form value. Vraiment, on peut récupérer plein de trucs. Donc ici, ce qui va nous intéresser, on va prendre, on va prendre l'URL, tiens, hop. Voilà, on va aller regarder ce qui se cache dans notre URL. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Hop, on va appeler le package FMT. Donc allons-y, on va relancer notre serveur. Voilà, maintenant, hop, si j'ouvre, je mets à jour, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que j'ai deux requêtes, en fait. Alors, voilà où les ennuis commencent. Ici, notre navigateur, en fait, il va faire deux requêtes. Une pour la requête, l'adresse de base, et une pour le favicon. Alors, je ne sais pas si tous les navigateurs fonctionnent comme ça, mais en tout cas, Chrome, lui, il va faire deux requêtes. Donc, je vais couper ceci. Alors, déjà, ce qu'on va faire, nous, on va vouloir se séparer des favicons. Les favicons, on va pas vouloir s'en occuper. Alors ici, moi, je vais pas les gérer. Mais ici, en fait, je vais vouloir ni plus ni moins que les bypasser. Donc, on va faire http handlefunc. Donc, on va se créer une nouvelle fonction de routage, en fait. Ici, on va mettre /favicon.ico, hein, comme il a été demandé ici.
Et là, je vais refaire notre fonction anonyme qui va prendre un HTTP, j'en ai un de trop, point ResponseWriter et un pointeur sur un HTTP request. Voilà. Donc ça, c'est le minimum pour que ça fonctionne. Donc, maintenant, qu'est-ce que je mets dans le corps de ma fonction? Eh bien, absolument rien. Voilà. Comme ça, en fait, cette adresse sera gérée. Mais par contre, dans cette gestion, on fera absolument rien. On va juste la bypasser. Donc, on va créer une nouvelle route. Donc, ce coup-ci, il aura vraiment deux routes différentes. Donc, pour celle-ci, il aura des instructions. Hein, là, voilà, on renvoie ça, machin. Et pour celle-ci, il aura aussi des instructions. Mais ces instructions, c'est de ne rien faire. Donc maintenant, comme cette route est définie, on ne va plus la retrouver dans les URL. Puisque l'URL va s'occuper uniquement de la route principale. Celle-ci étant définie, elle aura son propre traitement. Vous voyez, si par exemple je fais ici, tiens, j'ai agi. C'est n'importe quoi, hein, mais... Ah bah oui, si je relance pas mon... Voilà, on va faire comme ça. Si je relance pas mon serveur, il va rien se passer. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Comme je n'ai pas défini de route GHJ, elle va être traitée par la route principale. Donc par cette fonction-là. Et c'est ce qui se passait avec favicon. Comme favicon n'était pas défini, donc il était traité par la route principale. Tout ce qui n'est pas défini va être traité par la route principale. Donc du coup, je me retrouvais avec mes deux requêtes qui étaient traitées par la route principale. Donc ici, on voit que GHJ n'étant pas défini, il est traité par la route principale, il est traité comme une route secondaire, alors que favicon, maintenant qu'il est défini avec sa propre route, eh bien, on ne le retrouve plus dans le traitement de ma route principale. Hein, on voit bien que ce qui est imprimé ici, c'est ce qui concerne ce traitement-là. Donc, ce qui concerne la route principale qu'on a définie ici par le slash. Tout ce qui ne sera pas défini sera considéré comme route, comme faisant partie de étant une route secondaire de la route principale en fait. Donc si on veut vraiment bypasser une route, comme ici favicon, eh bien il va falloir lui donner sa propre fonction de traitement en fait. Et maintenant favicon n'est plus traité comme une route principale, donc n'est plus traité par cette fonction-ci. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a plus, qu'on n'a plus d'affichage de favicon, puisqu'il est traité par sa propre fonction, qui ne fait rien, hein, mais il a son propre traitement. Alors on va prendre l'exemple d'un CMS classique, genre WordPress ou même Joomla, où on a par exemple sur votre site en WordPress, vous allez avoir votre page d'accueil, une page à propos par exemple, une page contact, ainsi de suite, et vous allez avoir une page blog. Alors si on prend l'exemple de cette page blog, alors voilà, ici à la place de GHG, on va mettre blog. Nickel, pas de souci. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on voit que... alors, GHG... Alors, attendez. Je vais quand même... Pour que ce soit plus clair, je vais cleaner l'écran, parce que là, il me reste du coup le truc de tout à l'heure. Donc, on va faire comme ceci, et je vais... Voilà. Je vais rappeler mon serveur. Alors, ici, on voit que j'ai à nouveau deux routes. Alors, vous allez me dire, bon, eh ben, on va pas s'embêter, on va faire... On peut essayer de bypasser de la même manière blog statique.
Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si j'appelle, par exemple, donc ici j'ai mon blog, comme par exemple en WordPress ou en Joomla, et j'ai une autre route qui va me servir à appeler par exemple une catégorie particulière. Donc on va appeler la catégorie high-tech, mettons. Ici, pas de souci, on voit que bon, bah, comme c'est pas défini, hein, il me remet la route principale, mais voilà. Là, on voit bien que statique reste toujours à sa place. Est-ce qu'on va pouvoir bloquer blog statique, par exemple, et pas le reste? Alors, a priori, oui, c'est faisable. Mais dans ce cas-là, on va recréer des fonctions qui ne font rien, et ben, au final, le code risque de pas être bien propre. Donc, et puis surtout, on risque aussi, avec une méthode comme ça, bah, d'utiliser de la ressource, d'utiliser de la mémoire pour rien. Donc une méthode, alors, comme je vous en ai déjà parlé dans un tuto précédent, en général, voilà, quand on va fabriquer des grosses... quand on va fabriquer des grosses applications, ben, on ne va pas utiliser ce genre de méthode. Là, je vous montre les méthodes uniquement, comment on peut résoudre ce problème uniquement avec l'installation de Go standard, avec les packages principaux. Mais pour une grosse application, on utilisera des frameworks comme Gorilla par exemple, qui est le plus connu, et qui lui est dédié à ce genre de travaux. Donc pour en revenir, la méthode, alors, voilà, on va couper le serveur. Maintenant, une des méthodes, pas forcément la méthode, mais on va utiliser des expressions régulières pour voir si, pour inspecter nos URL avant traitement. Alors, comment va-t-on faire? Eh bien, tout simplement, ici, on a un objet, vous voyez, hop, URL va nous renvoyer un objet URL. Alors, pour les regex, on va utiliser soit des slices d'octets, soit des strings. Là, c'est ni l'un ni l'autre. Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser pass. Alors, pass, en fait, va nous renvoyer exactement la même chose qu'ici, à la différence qu'il va nous le renvoyer sous forme de string. Vous voyez, on récupère une string. Donc, on va garder ça comme traitement pour l'instant. Hein, on va pas s'embêter, on va garder ça comme traitement. Et maintenant, on va construire nos regex. Alors, je vais appeler ça rule. Donc, la règle 1 sera, on va faire règle 1. Donc, oui, ça va récupérer aussi une erreur. Alors, regexp. Et on va faire un match string. Je vais appeler ça rpass, qui sera en fait voilà, qui sera l'URL, et ici je vais rappeler ça rpass. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on récupère ici, en fait. Donc la règle 1, ça va être de savoir si... Alors on va faire ça. Et on va lui passer rpass. Donc de savoir si rpass match avec... Eh bien, avec... Eh bien, tout simplement, on va faire slash favicon.ico. Et donc, du coup, hop, on va... Alors là, je vais le commenter, voilà. On va virer celle-ci et voir si celle-ci match. Déclaré et non usé, donc pas de souci, ça c'est bon. Est-ce que le point, je dois l'échapper? Je suis pas sûr. On va voir. Ensuite, on va faire la règle 2. Alors, hop, regex,
match string, voilà. Alors ici, qu'est-ce qu'on va lui demander? Alors toujours pareil, on va avoir la string et on va avoir airpass. Donc on va vouloir savoir si airpass, eh bien en fait, il a statique dedans. Donc on va pas s'embêter avec blog, machin et tout. Si le problème c'est que si on appelle une autre page, on risque d'avoir un autre nom ici. Donc on va tout simplement voir si notre dossier statique apparaît dans l'URL. Puisque quelle que soit la dénomination ici, c'est toujours la route statique qu'on veut éviter de faire remonter. Et bien donc on va faire un point et l'étoile qui vont nous dire que ici notre pattern prendra n'importe quel caractère et dans un nombre compris entre 0 et l'infini. Ah oui, si, voilà. Hop, slash statique slash est suivi de n'importe quel caractère et de 0 à l'infini. Donc s'il n'y a pas de caractère derrière, eh bien c'est pas un souci, il arrivera quand même à... Alors d'ailleurs, je vais même supprimer ça. Voilà, parce qu'on voit ici que la dernière... Alors, il faudrait que le dossier soit vide, hein, mais on va faire pour que ça gère un maximum de cas. Donc en fait ici, il faudra que si statique était vide, mettons qu'il arrive ici en bout de chaîne, eh bien il n'aura pas de slash. Donc la regexp risque de ne plus être vraie. Donc on va carrément supprimer le slash. Puis ouais, non, c'est bien. C'est bien, il faudra juste pas appeler quelque chose de statique, mais je vois pas... Vous pouvez même supprimer celui-là aussi. Voilà, s'il trouve statique, alors après, il faut pas qu'il y ait une page qui s'appelle machin truc muche-statique. Sinon, là, ça marche plus. Mais bon, on va la construire comme ça. Voilà, donc on a ces deux règles-là qui ne doivent absolument... donc, qu'on ne veut pas récupérer. Nous, on veut, pour l'instant, dans notre traitement, qui va être juste un print, on veut traiter juste l'URL qui ne correspondra pas à favicon.co et qui ne matchera pas non plus avec cette regexp-là. Donc, qui n'aura pas statique dedans, à l'intérieur de la route. Donc, je pourrais faire un if-else, mais je vais faire un if tout court. Alors, on va faire if... Donc là, comme on va nous renvoyer un booléen et que if doit avoir une expression qui renvoie un booléen, eh ben on peut se permettre de mettre juste ma variable, puisque ma variable sera un booléen. Donc ici, qu'est-ce qu'on va mettre? Donc on va vouloir traiter la règle 1 et la règle 2. Voilà. Sauf que donc ici, ce que j'aurais pu faire, c'est if, donc si ça correspond à la règle 1, si ça match, ben, on ne veut pas le récupérer, et si ça match avec le 2, on ne veut pas le récupérer. Non, c'est pas end, d'ailleurs c'est ou. Hein, c'est l'un ou l'autre. Ou les deux, puisque ce n'est pas un ou exclusif. Là. Donc là, si l'une ou l'autre, on pourrait ne rien faire, et sinon, on va faire else, printline, machin. Alors, on peut faire encore plus simple. Voilà, on va supprimer ça. Et maintenant, au lieu de faire ça, on va faire et. Là, on va remettre les et on va mettre différents d'eux. Donc ici, c'est l'opérateur de négation. Hein. Donc ici, ça, en fait, inverse le résultat de ce qui suit. Donc ici, si rule 1 est à true, eh bien, l'inverse de true, c'est false. Donc ce qui fait qu'avec cette expression-là, j'aurais pas besoin de else. Donc maintenant, c'est si rule 1 n'est pas vrai et rule 2 n'est pas vrai, eh bien, on va attaquer le traitement. Donc il va regarder mon URL. Si
Si ça ne matche pas avec favicon et que ça ne matche pas avec statique, là il va pouvoir la traiter. Sinon, sinon on fait rien. Sinon on laisse courir. Donc voilà. Alors passons au test. Allons-y. Hop. Donc ici, ici je vais juste décaler un poil. Voilà. Ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Alors je lance mon truc. Ouais, mais il faudrait déjà que je lance mon serveur quand même. Ça marcherait quand même beaucoup mieux. Alors, je lance ma page, bim. Hein, on voit qu'il me met que ma route principale. Donc plus de favicon. Je lance ma page blog. Je récupère le blog. Je lance ma page test. Je récupère le test. Et donc vous voyez comme ça, j'ai pu bypasser mes favicon et mes statiques. Et je pourrais bypasser d'autres règles comme ça. Donc maintenant on est sûr qu'on va récupérer, quoi qu'on mette ici, on va le récupérer là. Et on n'aura plus mon dossier statique et mon dossier et puis le favicon qui nous parasite tout le bazar. Donc maintenant imaginons que je veuille quelque chose de dynamique justement, comme ici avec mon blog et test. Eh bien pour l'instant j'ai qu'une string. Donc qu'est-ce que je vais faire de ça? Par exemple avec blog test. Eh bien je pourrais éventuellement, comme ici j'ai mon URL, on voit que je récupère tout ça, je pourrais les utiliser en tant que données. Et après m'en servir comme bon me semble. Pour aller par exemple taper dans une base de données, ici dans la base, je pourrais aller récupérer mes articles qui correspondent à la catégorie texte de la page blog. Donc pour ça, ça va être hyper simple. On va faire tout simplement, alors je vais stocker ça dans une autre variable. Comment vais-je l'appeler? Data, tout simplement. Donc data, alors on va utiliser la méthode strings, puisqu'on va travailler sur des strings. Hein. Strings split. Comme Go n'est pas censé être votre premier langage, split fonctionne un petit peu, on le retrouve ce genre de fonction dans un petit peu tous les langages. Tout simplement, split va prendre une chaîne de caractères, donc ici notre passe, et il va renvoyer en fait un tableau de string, et il va prendre aussi un séparateur. Donc ici notre séparateur, ça va être le slash. Et donc en fait il va découper cette string selon le séparateur. C'est-à-dire que ici il va nous virer tous les slash, et par contre ce qui sera séparé par un slash sera considéré comme deux strings différentes. Donc allons-y, print data, c'était data avec un S. Alors je vais arrêter mon serveur, CTRL-C, et je vais le relancer, voilà. Et maintenant si je fais ça, et bien voilà, j'ai un objet. Alors attention, parce qu'ici on voit qu'il y a un blanc. Alors si je fais data 0, oui, voilà, CLS, go run, voilà. Donc, comme mon adresse commençait par un slash, et que lui, il split ce qu'il y a de part et d'autre du slash, eh bien, comme avant, il n'y avait rien, il y avait un vide, eh bien, il met une chaîne vide. Alors, c'est pas un espace, c'est pas... Voilà, c'est une chaîne vide. Mais le problème, c'est que vous vous dites, hop, le premier élément que je vais récupérer, par exemple, tout à l'heure, c'était blog. Donc mon adresse slash blog slash test, vous vous dites hop, il y a blog et test, mon élément 0, mon premier élément c'est blog. Eh ben non, le premier élément c'est ce qu'il y a avant le slash, et avant le slash il y avait rien, donc le premier élément c'est une chaîne vide.
Donc c'est sujet à très souvent des prises de tête, pensez-y. Parce que vous allez vouloir récupérer et puis votre deuxième élément sera en fait le troisième dans le tableau. Donc vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive et vous allez vous arracher les cheveux. Donc voilà, bien penser que en fait les éléments là-dedans, du coup, vont se retrouver stockés de manière naturelle entre guillemets, c'est-à-dire le premier élément sera à l'index 1, le deuxième à l'index 2 et ainsi de suite. Et donc après, si par exemple je veux récupérer juste la catégorie pour la traiter, donc ce sera le premier élément étant vide. Donc comme je vous ai dit, le premier élément finalement se retrouve à l'index 1, donc le deuxième à l'index 2. Et d'accord. Et maintenant, j'arrête mon serveur, je le relance. Hop. Si je vais ici, ah bah oui, il plante. Faudrait que je gère ça de manière un petit peu plus, un petit peu mieux. Hein, mais alors ici pour l'exemple, on va assumer que voilà log slash tralala. Voilà ce qu'on va faire. On va relancer notre truc. Oh putain. Voilà. Donc là, ben, on voit que j'ai récupéré. Si je mets catégorie, ben, tiens, high-tech, comme tout à l'heure, hop, je récupère high-tech. Donc on peut, voilà, on peut récupérer toutes les infos qu'on veut via ce système. Donc après, il serait simple de récupérer ça. Lâcher mon écran dégueulasse, voilà. Donc après, il serait simple de récupérer ces infos et ben, s'en servir. C'est des strings, hein, donc on peut s'en servir pour aller taper dans une base de données pour récupérer tous les articles de cette catégorie-là. Je pourrais avoir ici un traitement qui va prendre la string comme clé et qui va vérifier tous les articles qui font partie de cette catégorie. Donc maintenant, si on voulait faire un petit serveur, on va dire un serveur echo, donc en fait c'est un serveur qui va récupérer tout simplement ma requête, et puis ce que je vais mettre dans l'URL, et puis l'afficher en tant que titre, hein, sur notre page, puisqu'on veut faire, on a un titre, faut pas l'oublier, on a des templates, donc on a un titre qui est dynamique. Et ici, pour l'instant, il me mettait no title parce que c'est le template qu'on va appeler si on n'a pas de titre. Mais maintenant, si je veux... ouais, je vais garder ça en fait. Ouais, je vais garder mon data 1. Par contre, ce que je vais faire... eh ben, je vais remonter ça. En fait, je vais remonter ça. Non, c'est l'autre touche. Voilà. Je vais remettre ça ici pour qu'on puisse y accéder via... depuis tout le bloc. Si je le mets là-dedans, il restera uniquement confiné à ce bloc-là. Par contre, je vais créer une autre variable que je vais appeler title. Voilà. On va faire ça comme ça. Title, qui va être égal à rien. Donc ici, on va mettre title. Donc par défaut, voilà. On va y arriver à construire ce truc. Donc, on va mettre title qui sera une chaîne vide. Hein, donc, ce qu'on avait ici. Donc lui, il va considérer que cette chaîne, par défaut, elle sera vide. Et si, voilà, si ça match, machin, tout ça, on va définir title. On va dire que title sera égal à data de 1. Voilà. Hop. A priori, là, ça marche. Donc, je vais sur localhost.
Alors j'ai no title, hein, on est d'accord, ici j'ai rien. Et maintenant, si je vais dans blog, par exemple, hop, on voit, il m'a appelé ça blog. Alors, il faudrait que je retraite hein, pour avoir au moins ça en capital. Mais on voit que ça fonctionne. Et maintenant, si je mets test derrière, on voit que... alors, j'ai imprimé juste la première partie. Mais donc, on voit qu'il n'y a aucune incidence ici. Par contre, je pourrais appeler ici, au lieu d'avoir une liste, voilà, je pourrais avoir des articles, tac, 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 ou les titres. Juste les titres avec une photo ou je ne sais quoi. Et en appelant la catégorie test, eh bien, j'aurai un certain type de billets. Et puis la catégorie high-tech, j'aurai d'autres types de billets, et ainsi de suite. Et pourquoi pas justement avoir sur une page, sur la page blog tout court, eh bien, tous les articles de toute catégorie, rangés comme bon me semble. Donc voilà pour cette première méthode. Alors, il y a sûrement d'autres méthodes, hein, notamment, si on utilise un framework, là, ça va être différent, mais il y a sûrement d'autres méthodes. Celle-ci, finalement, c'est la plus pratique. Enfin, moi, c'est celle que je trouve la plus pratique à mettre en place, avec des regexp. Alors, j'ai pas vraiment étudié en termes de performance, ce que ça nous disait, d'utiliser des regexp plutôt que ce qu'on avait fait tout à l'heure. Utiliser une fonction de handle qui fait rien, comme pour favicon. Mais a priori, ça devrait être un petit peu mieux. Alors maintenant, des fois, on a ce genre d'URL. Alors, on a ceci, par exemple. On va mettre nom égal Toto et âge égale 12. Voilà. On a ce genre de choses. On peut l'avoir sur, par exemple, sur /API. Voilà. 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 On a ce genre de choses. Donc on passe des valeurs directement via la requête sous forme finalement de paire clé-valeur. Donc ici on a la clé est égale à la valeur Toto. Et séparé par l'esperduette. Et donc ça commence par un point d'interrogation. Donc je pense que vous avez déjà vu ce genre d'URL. Donc c'est aussi une méthode pour passer des données. Donc dans le cadre d'un CMS, on va utiliser plus la méthode qu'on a vue, où on parse directement l'URL, voilà, puis après on la split, on la parse en tant que string et après on la split. Mais il existe aussi ce genre de choses. Donc comment on récupère ça? Alors, on va faire, voilà, on va cleaner l'écran. Donc on va toujours getter, voilà, on va enlever les datas. Et là, pareil, là j'enlève tout ça parce que, voilà. Et puis là je vais enlever le title. Voilà. Donc on pourrait combiner les deux méthodes, hein. Ça c'est pas le problème puisqu'on a l'URL pass. Donc là on va juste la garder pour éviter de récupérer encore nos adresses avec favicon et statique. Mais par souci de clarté, je préfère vous montrer les deux méthodes séparées. Mais vous pouvez très bien récupérer le titre. Comme on le voit ici, on a le titre API. Là, ce serait plus une route, hein, mais bon. On pourrait récupérer le titre pour l'avoir ici, et puis récupérer les données pour les afficher. Mais en général, on fait plus comme ça. On utilise une route, on va utiliser une route dédiée et on va passer les données directement dedans. Donc, qu'est-ce que je voulais récupérer? Alors, donc là, voilà, j'ai géré mes routes. Si mes routes ne correspondent pas à celle-ci ou à celle-ci, donc c'est que je suis sur la bonne route.
Alors, comment je vais récupérer mes infos depuis là? Donc, on va faire R, comme tout à l'heure, pour utiliser la request. Toujours URL. Sauf qu'ici, on a quelque chose qui s'appelle query. Et query nous renvoie des values. Donc, on a query. Alors ça, on va le mettre dans quelque chose qu'on va appeler queries. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, on va pouvoir alors prendre queries, point. Alors vous voyez, j'ai 5 méthodes. Alors on va utiliser la méthode get. Et donc ici, on va récupérer nom et âge. On va inscrire la clé de ce qu'on veut récupérer. Je vais faire un print line. Voilà. Déjà dans un premier temps. Donc je vais faire fmt, hop, un print line. Et ici, on va mettre get, donc nom. Et fmt, print line. Alors pareil, queries, get, et on va mettre âge. On est parti. Ouais, non, ça c'est bon. Voilà. Ah, oui, je l'ai depuis tout à l'heure, mais voilà. On est reparti. Donc ici j'ai mon machin, mon truc, là, hop. Voilà. Donc on voit que j'ai récupéré Toto et 12. Donc j'ai bien récupéré mes infos. D'ailleurs, je pourrais mettre ma query. Non, non, faut que je la laisse ici. Je la laisse ici, ma query. Et par contre, ce que je vais faire title. Oui, parce que si je la mets hors de mon traitement, elle va être appelée aussi dans ces cas-là. Parce qu'il ne faut pas oublier que ces requêtes sont quand même appelées. Hein. On ne les voit plus, mais elles sont quand même appelées. Donc, si je traite les queries avant de vérifier, là-dessus, il n'y aura pas de query. Donc là, il risque de me faire une belle erreur. Donc, je vais refaire comme tout à l'heure, remettre le title qui sera égal à rien. Donc, par défaut, ici, on va appeler title. Et ici, par exemple, on pourra mettre que... Eh bien, on va mettre title sera égal à query de nom. Par exemple. Hop, CLS, go, hop. Et ici, le nom, c'est Toto. Et je récupère toujours mon âge. Alors, ici, tout ce qu'on va récupérer, ça va être des strings. Donc vous pouvez envoyer du JSON, vous pouvez envoyer ce que vous voulez. Par contre, il ne faut pas oublier que c'est des strings. Ici, âge, ce sera une string. Donc, ici, si on veut récupérer, on veut récupérer l'âge. Alors, je vais déjà ici mettre âge égale 0. Donc, l'âge sera à 0. Voilà. Et ici, on va dire que âge, non, je ne vais même pas l'utiliser à l'extérieur, donc je m'en fous en fait. Je vais l'utiliser que là. Donc voilà, âge. Si on dit que âge c'est query get age, ici, ici on a une string. Et moi ce que je voudrais faire, c'est récupérer un entier. Eh bien, on va faire... non, c'est le paquet strconv. Voilà. strconv, point. Et on va mettre A to I. Le fameux qui nous permet de transformer une string en int. Alors, oui, ici, il récupère une erreur. Donc, on va faire
Voilà, on va gérer l'erreur. Donc ici, voilà. Alors là, on admet que j'ai passé les bonnes valeurs, hein. Sinon, il faudrait justement traiter l'erreur si là, il y a une erreur, voire même traiter ici si get age, si age n'existe pas. Donc pareil pour nom, hein, je suis parti du principe que là, on n'a pas fait d'erreur. Mais normalement, il faudrait aussi gérer les erreurs d'entrée. Si on n'entre pas nom, si on n'entre pas age, qu'est-ce qui se passe? Renvoyer un message d'erreur, ou voilà. Donc là, pour cet exemple, on admet que il n'y a pas d'erreur. Mais normalement, on devrait avoir un code quand même plus complexe qui gère aussi les différentes erreurs. Donc age, voilà. On voit que age, maintenant, c'est un int. Donc si je fais un fmt println, tant que j'y suis, je vais vous donner une petite astuce. Je suis relativement fier de moi parce que je l'ai découvert en fait il y a très peu de temps. C'est un truc que je connaissais pas, hein. Ça se trouve, certains d'entre vous vont me dire wow, ah, tu connaissais pas ça? Ben non. Non, en fait, non. Mais pour ceux qui ne le savent pas déjà, on peut ici faire, vous savez, en Python, pour ceux qui en feraient, même avec le S6 aussi maintenant on peut faire, on fait import, je sais pas quoi, un test comme d'hab, et on fait as t par exemple. Donc on importe le package test, mais sous le namespace t. On l'appellera en tapant t. Et puis ce sera la même chose que test. Ouais, je crois que c'est as hein, pour Python. Donc on peut faire un petit peu le même genre de choses avec le S6 sur JavaScript. Et puis sûrement dans d'autres langages. On peut avoir un namespace pour remplacer comme par exemple regex, on aurait pu l'appeler R. Voilà. Donc ici on peut faire ça aussi. On peut mettre fmt, voilà. Alors il me met une petite erreur, hein, c'est pas bien grave. On voit que j'ai f, et maintenant sur f, je peux appeler une méthode de fmt. fPrintLine. Donc pour en revenir, le but c'était de vous montrer que age était un int. Age x 10. Voilà, ben on va lancer ça comme ça. Hop. Donc on voit qu'il n'y a pas d'erreur, hein, mon système là a bien marché. Donc en fait j'ai simplement remplacé fmt par le namespace f. Et donc maintenant le package fmt s'appellera le package f. Tout simplement. Alors donc je relance exactement mon même truc, bim, et là j'ai bien 120. Alors mon astuce ne s'arrête pas là. Si vous mettez un point, eh bien vous pouvez carrément enlever ça. Donc là on peut appeler les fonctions directement, et println, donc attention à ne pas confondre avec println, la fonction built-in, qui n'aura rien à voir. Celle-ci c'est celle du package fmt. Si je relance, on voit bien qu'il n'y a pas d'erreur. Mon programme fonctionne toujours très bien. Donc, tant que j'y pensais, c'était la petite astuce du jour. Alors, par contre, c'est vrai que on peut pas trop l'utiliser. Là, ça va bien pour FMT parce qu'on utilise FMT pour débugger en fait. Donc ça, c'est pratique. Mais si vous commencez à l'utiliser sur des choses comme ça, sur HTTP, donc déjà, il ne faut pas qu'il y ait de conflit. Il ne faudrait pas qu'il y ait un autre package qui utilise Handlefunk. Par exemple, si vous mixez le package HTTP et HTTP2, je crois qu'il y a Handlefunk dedans aussi. Donc là, par contre, ça pourrait court-circuiter si on utilise le point. Et puis du coup, en utilisant le nom des paquets complets, en plus comme il y a l'autocomplétion, c'est pas super chiant à mettre. Mais
voilà, en utilisant le nom du paquet complet, on sait de quoi on parle. Donc voilà, c'est des petits raccourcis, c'est simplement parce que je suis tout content de vous montrer ça, hein. Voilà, ça n'a pas plus d'intérêt. Voilà, c'est faisable. Mais on le rencontre très rarement parce que justement ça, enfin finalement ça simplifie la lecture du code. D'avoir les packages devant, on sait à quel package on a affaire et on sait un petit peu, du coup quand on sait comment fonctionne notre package, on n'est pas perdu dans le code, quoi. Donc voilà, pareil ici, ce qu'on aurait dû faire, donc je vais remettre, hop, voilà, je vais remettre ça à l'ancienne, voilà. Donc ici, alors pareil, je n'ai pas, en termes de bonne pratique ou de paranoïa, je ne sais pas trop, il aurait peut-être fallu faire un string point, comme on avait vu la dernière fois, un trim space, pour être sûr que, puisqu'on a vu la dernière fois que les espaces, ben, dans le cas de strconv atui, eh bien s'il y avait des espaces, quels qu'ils soient, que ce soit des tabs ou des retours lignes ou quoi que ce soit, eh bien ça posait problème parce que lui il n'arrivait pas à convertir. Donc on avait fait un strings, donc on avait invoqué le paquet strings et on avait appelé la méthode trimSpace pour enlever tout ce qui était espace et ne garder justement que les caractères. Donc là il faudrait peut-être le faire. Bon, a priori les queries avec ce système de query c'est propre, il n'y a pas d'espace puisque bah, déjà l'espace comme ça, tel que n'existe pas. Donc il y a peu de chances qu'il y ait un espace, mais on ne sait jamais. Après tout, pourquoi pas faire un trim space. Donc après, on peut récupérer autant de choses qu'on veut dès l'instant où elles sont nommées, hein. Donc ici, on peut rajouter d'autres choses, hein, le prénom, on peut rajouter plein de choses. Donc ça va être plus dans le cas où on va vouloir, enfin, il n'y a pas de règle définie. Donc là, simplement, ça nous permet, alors par exemple, en plus, vu que c'est nommé, si je fais, voilà, et non égal, bon, on va repartir sur Albert, tiens. Ouais, enfin, si mon serveur est, voilà, si mon serveur est en rade, voilà, donc ça y est, il m'a renvoyé la requête, hop, là j'ai bien Albert. Je mets Alice, hop, voilà. Donc on peut aussi intervertir l'ordre. L'ordre n'a plus d'importance puisque on va récupérer en fait des paires clés-valeurs. Donc il n'y a pas de règle, mais on va plus partir sur ce genre de choses pour des requêtes complexes avec des API. Quand on va vouloir taper dans des bases de données pour récupérer derrière du JSON. D'ailleurs, le JSON, on en parlera dans le prochain chapitre. Je ferai un petit truc consacré au JSON. Donc ça marcherait. Alors bon, moi je suis un grand fan du JSON, mais ça marcherait aussi avec du XML, hein, puisque Go gère le XML nativement, de la même manière que le JSON en fait. Ça fonctionne exactement pareil. Donc voilà, on peut passer des données. Quand on a beaucoup de données à passer, et puis vraiment qu'on veut traiter de la donnée, et non plus comme tout à l'heure se servir pour afficher, pour faire de l'affichage dynamique en fait, quand on veut vraiment traiter de la donnée, on va utiliser plus finalement ce système-là. Donc ben, mine que rien, voilà comment on crée finalement des API. Parce que les API, c'est ça. L'API, en fait, vous lui envoyez des données, alors qui sont définies dans la doc, hein, mais vous lui envoyez des données d'une manière ou d'une autre, et lui, eh bien lui, il va les traiter. Alors, vraiment la différence entre ces deux méthodes, c'est qu'ici, on aura besoin de passer des données qui sont nommées,
Hein. Le Alice, ça pourra pas être, ça sera le nom. Hein. Si on définit prénom, par exemple, eh bien, ça ne collera pas à notre requête. Donc là, on a vraiment besoin d'avoir les clés, en fait, les clés exactes pour pouvoir passer les valeurs, hein, sinon ça ne matchera pas. Si on met un S à âge, par exemple, eh ben ça n'ira plus du tout, parce que ça ne correspondra plus au nom de la clé qui est dans notre serveur. Et l'autre méthode, elle, comme c'est des positions, après on peut lui passer n'importe quoi. Du coup, dès l'instant où on respecte ce coup-ci la position du truc. Tout à l'heure, j'ai mis blog et high-tech. Si je mettais high-tech et blog, lui, il ferait rien, puisque dans ce cas-là, il serait censé traiter blog de telle manière. Et après, donc le premier, ce serait la page, le second serait la catégorie. Donc ici, la page high-tech, il ne la trouverait pas, et la catégorie blog non plus. Soit il générerait une erreur, soit donc un 404, soit il bouge pas, il reste sur sa page, la page route, quoi, la première page. Eh bien voilà pour ce semblant de début d'API. Donc on a vu que plusieurs requêtes pouvaient être faites en même temps par le navigateur. Donc on a vu comment passer outre et récupérer uniquement, être sûr de récupérer uniquement l'URL qui nous intéresse. Et puis on a vu justement comment traiter ces URL de deux manières, soit en parsant le pass de manière brute, en le traitant, en le découpant comme une string. Et on a vu la méthode avec les URL, les queries, donc qui commencent par le point d'interrogation et qui sont séparés par des esperluettes, les commerciaux. Donc voilà, c'est déjà pas mal pour cette session-là. Dans la prochaine, on gardera toujours ce même code au fur et à mesure. Et comme ici, on va l'enrichir ou le modifier. Donc dans la prochaine, on va s'intéresser justement au retour. Donc on va déjà récupérer, voilà, on a vu comment récupérer des infos. Donc dans la prochaine, on verra comment renvoyer du JSON. Donc on va regarder un petit peu le JSON séparément et après on va l'intégrer à ce code-là pour renvoyer pareil quelque chose. Alors on fera du tout simple, hein, comme d'habitude, mais on verra comment on peut traiter nos infos et les renvoyer. Donc faire une petite API en fait, hein, tout simplement. Donc là, comme à chaque fois, on voit les bases. Après, c'est à vous de les adapter au projet à votre projet en fait. Donc là, c'est pareil avec le JSON. On va voir un petit peu comment fonctionne le JSON en Go et puis comment l'intégrer à notre site. Sachant qu'on verra sûrement pas le XML, mais le XML, après vous pourrez aller regarder. Moi, je préfère travailler avec du JSON. Mais le XML, c'est pas un problème. Vous pouvez aller regarder. La méthode sera exactement la même. On va, au lieu de ressortir ou de parser du JSON, on lui dira de parser ou de ressortir du XML. Mais à part les noms des méthodes, les méthodes fonctionnent. C'est exactement les mêmes. Sauf qu'on va pas récupérer la même chose. Mais voilà, pour parser ou renvoyer du XML, ce sera comme avec le JSON. Et bien en attendant, moi je vous laisse là-dessus et on se retrouve pour une prochaine vidéo sur Go. Salut!